Bonsoir et bienvenue de retour sur la scène du Forum européen de bioéthique, 11e édition, la bioéthique en temps de crise. Ce soir, une table ronde qui s'intitule « Peut-on faire confiance à l'industrie pharmaceutique ?» Vous pouvez bien évidemment nous suivre en direct sur le site du Forum européen de bioéthique.eu et n'oubliez pas que vous pouvez également intervenir en posant des questions ou directement en visio sur les liens indiqués sur le site. Je laisse maintenant la parole à Israël Nizan pour présenter la table. Il n'y a pas si longtemps, après m'être réjoui publiquement de ce que 11 vaccins aient été rendus obligatoires par une ministre de la Santé, j'ai eu de très nombreux coups de fil le lendemain de la part de journalistes avec la question posée « Combien vous ont-ils payé ?» L'industrie pharmaceutique est un acteur indispensable du développement et de la diffusion des médicaments, mais pas seulement, du matériel de réanimation, des tests diagnostiques, des vaccins. Et on attend d'elle qu'elle nous fasse sortir de la crise sanitaire actuelle, ni plus ni moins. Cependant, l'histoire a été émaillée de certains conflits d'intérêts, de certains scandales sanitaires, qui ont égratigné durablement l'image de marque, si bien qu'aujourd'hui, il y a un problème de défiance. Le but de cette table ronde, c'est effectivement de retrouver la confiance. Tout va tourner autour de ce mot « confiance ». Peut-être n'y a-t-il pas eu assez de communication, peut-être a-t-elle été tronquée, mais quoi qu'il en soit, tout le monde s'intéresse de savoir comment se régule l'activité de l'industrie pharmaceutique? Comment concilier commerce et éthique en matière de santé publique? Qui paye? Qui profite? Et peut-être que l'obscurité qui règne sur, par exemple, la fixation du prix du médicament pose problème et crée la défiance publique que j'évoquais tout en début. Pour nous accompagner dans cette table ronde, un vieux complice de longtemps, Hervé Schneeweiss, non pas qu'il soit vieux, mais ça fait longtemps qu'on collabore au Forum européen de bioéthique puisqu'il est venu pratiquement chaque année. Hervé Schneeweiss est neurologue, neurobiologiste et président du comité d'éthique de l'INSERM, directeur du laboratoire de neurosciences à Paris-Seine. Emmanuel Lemont, avec lequel j'ai également de nombreuses collaborations, qui est président d'un laboratoire, d'un groupe pharmaceutique et président de Gédéon Richter France. Catherine Bourguin, qui est généticienne et sociologue des sciences à l'INSERM et qui participe également au comité d'éthique de l'INSERM. Grégoire Moutel, qui lui aussi accompagne le forum depuis ses premiers pas, qui est professeur de médecine légale, qui est spécialiste du droit de la santé et de l'éthique, directeur de l'espace de réflexion éthique de Normandie et désormais coordonne la conférence nationale des espaces régionaux d'éthique. Il est également président du comité de déontovigilance des entreprises de médicaments et c'est à ce titre qu'il participe bien sûr à cette table ronde. Et enfin Philippe Lamoureux, qui est directeur général du LEM, c'est-à-dire les entreprises de médicaments, et à quel je vais donner la parole en premier pour cet élément introductif sur peut-on faire confiance à l'industrie pharmaceutique? Et le mieux, c'est de poser la question au directeur général du LEM. Philippe Lamoureux, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le Président. J'espère que tout le monde m'entend. Je suis très honoré de participer à cet événement. Je suis aussi très impressionné parce que je dois confesser que je ne suis pas un spécialiste des questions éthiques. Moi, je suis plutôt un économiste de formation, donc je vous parlerai peut-être un peu aussi d'économie. La confiance, ça n'est pas une caractéristique première de la société française. Il y a dans nos sociétés une défiance naturelle, une défiance de l'autorité qui est d'ailleurs, quand on regarde les indicateurs ou les études, une défiance qui est
assez largement latine. Les pays latins se caractérisent par une défiance plus grande de la parole de l'autorité. Il y a de surcroît une défiance de la science, une défiance aggravée probablement par le fait que la science, notamment dans nos domaines, est une science qui s'appuie sur beaucoup d'incertitudes. La connaissance est un work in progress permanent. Et également, on voit bien, aujourd'hui, on en a l'exemple malheureux, le développement des fake news et l'illustration de cette défiance. Cette absence de confiance, elle est, j'allais dire, démultipliée quand on parle d'industrie pharmaceutique et quand on parle de médicaments. Et d'ailleurs, toutes les études le montrent. On fait nous-mêmes nos propres études, on l'aime, et c'est assez frappant de voir que les Français font extrêmement confiance aux médicaments. Le dernier baromètre que nous avons fait nous montre un taux de confiance à 73%. Je crois que beaucoup de branches industrielles, voire même beaucoup d'hommes politiques aimeraient avoir cette cote de confiance. Par contre, cette confiance, elle tombe à 37% quand on parle des entreprises qui fabriquent ces médicaments. Alors on sait pourquoi les médicaments ont une cote de confiance très élevée. Cette cote de confiance, nous disent les études, repose sur leur efficacité. La preuve de concept, elle est intrinsèque au produit et donc elle est assez facile à apporter. Elle explique cette forte confiance. La confiance beaucoup plus relative dans le médicament, même si la crise de la Covid induit on le mesure là aussi, une embellie dont on peut se demander si elle est durable, a beaucoup de raisons. La première raison, c'est que, comme le savent les économistes, la santé, c'est une valeur supérieure. Et ça l'est de plus en plus si vous suivez l'actualité, je ne doute pas que vous le fassiez comme moi, c'est la première valeur. C'est une valeur qu'on assimile à un bien public. C'est un bien public financé par la collectivité, alors que, effectivement, les entreprises pharmaceutiques sont des entreprises privées qui sont mues par une logique de rentabilité, puisque c'est cette rentabilité et c'est la rémunération des actionnaires qui permet de rémunérer la prise de risque et l'immobilisation du capital. Alors, Monsieur le Président, vous parliez d'opacité. Je ne pense pas qu'il y ait d'opacité. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de complexité. Et en réalité, cette complexité nuit beaucoup à la confiance, parce qu'on est dans un univers extrêmement compliqué. On va devoir expliquer des choses très compliquées, y compris lorsqu'on parle de valeur et de prix. Et cette complexité est assimilée indûment d'ailleurs à l'opacité, mais c'est une réalité. Nous sommes dans des systèmes très, très complexes. Il y a deux autres facteurs qui jouent, à mon avis. C'est le sentiment qu'a le patient de ne pas avoir le choix. Il est captif du prescripteur et il est captif du produit qu'on lui prescrit. Et ce sentiment d'absence de liberté, ce sentiment d'être contraint, d'être dans une seringue, mais dans l'actualité, je suis pas sûr que ce soit bienvenu. En tout cas, d'être dans une espèce d'entonnoir, ce sentiment d'absence de liberté doit probablement contribuer à ce manque de confiance. Il y a un dernier critère, qui échappe à beaucoup de monde, mais qui pour moi est très important, c'est que les textes applicables à l'industrie pharmaceutique, notamment sur la publicité, font que le grand public, et les médecins souvent d'ailleurs, ne font pas le lien entre le produit et la marque. Si il y a un problème sur une Clio, c'est le problème de Renault. S'il y a un problème sur une 208, c'est le problème de Peugeot. S'il y a un problème sur un médicament, c'est le problème collectif de l'industrie pharmaceutique. Et donc on a cette espèce de raptus entre d'un côté une industrie qui de l'extérieur est vécue comme une main invisible, une espèce d'agglomérat, de conglomérat indifférencié, et en réalité ce qui se passe à l'intérieur de cette industrie qui donne plutôt un sentiment de très forte compétition et de très forte concurrence. Alors, pour instaurer la confiance, eh bien, on a multiplié les règles.
Et les règles applicables à l'industrie pharmaceutique sont extrêmement nombreuses. Il y a probablement pas d'activité qui soit plus encadrée que celle du médicament. La réglementation, la législation, la déontologie sont extrêmement présentes. Vous avez la loi anti-cadeau de 1993 et à la même époque les déclarations d'intérêt instaurées par les agences sanitaires qui depuis sont devenues obligatoires. Vous avez la loi du 29 décembre 2011 qui a renforcé l'encadrement légal en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, avec l'obligation de publier l'ensemble des liens des entreprises sur un site internet public unique, avec le renforcement et l'harmonisation des déclarations publiques d'intérêt des experts, avec le renforcement de la loi encadrement des avantages, avec la publication d'une charte de l'expertise en 2013 sur les modalités de gestion des DPI par les agences, avec la publicité des séances des instances collégiales et la publicité des comptes rendus, puis la loi de modernisation du système de santé en 2016 qui est venue renforcer ce dispositif de transparence des liens, avec l'élargissement du champ de la transparence des liens des industriels, avec le renforcement par voie d'ordonnance de la loi anti-cadeau et des moyens à la disposition des agences pour contrôler les conflits d'intérêts. Vous savez que toutes les agences, par exemple, ont peu à peu nommé des déontologues, avec l'extension de l'interdiction des avantages aux fonctionnaires et personnels administratifs des instances sanitaires. Et enfin, on le vit actuellement, un nouveau dispositif d'encadrement des avantages renforcé qui est entré en vigueur depuis le 1er octobre dernier. Et depuis cette date, les entreprises qui produisent ou commercialisent des médicaments remboursés ou non doivent mettre en œuvre ce dispositif et les ordres professionnels sont désormais érigés en véritable autorité de contrôle puisqu'ils ne se contentent plus de donner un avis, mais devront désormais autoriser toutes les conventions financières les plus significatives. Et à toutes ces règles, les entreprises du médicament, parce que évidemment leur activité repose sur la confiance, ont ajouté leurs propres règles déontologiques, les dispositions déontologiques professionnelles, placées sous le contrôle d'une instance suprême, supérieure, qui est le CODEM dont vous parliez, Monsieur le Président, qui est présidé par Grégoire Moutel et qui est composé majoritairement, extrêmement majoritairement, de personnalités qualifiées indépendantes. Donc vous voyez que quand on fait la somme, on a une accumulation de règles déontologiques extrêmement importantes, de règles de transparence, et nous avons accepté ces règles et nous les appliquons parce qu'elles sont pour nous les conditions de la confiance. Donc, nous sommes un secteur surréglementé et le paradoxe, c'est que nous avons aussi le sentiment que plus cette réglementation s'étoffe, plus la confiance diminue. Ou en tout cas, que malgré ces règles, loin de s'améliorer, la confiance reste à un niveau relativement faible. Alors on utilise, mais vous connaissez l'image, elle a été usée jusqu'à la corde. On a un peu parfois l'image de la théorie du réverbère, où en gros vous cherchez vos clés de voiture que vous avez perdues sous le réverbère parce qu'il y a de la lumière, mais pas entre deux réverbères puisque c'est là que sont les zones d'ombre. Et on se dit parfois que si d'autres secteurs d'activité étaient aussi astreints à des règles que le nôtre, eh bien, elles auraient parfois aussi un peu de mal à exercer. Donc, quand on fait ces deux constats, cette défiance, cette accumulation de règles, et un résultat qui est une confiance qui est assez erratique, on peut se poser la question pourquoi ou comment en est-on arrivé là? Et je terminerai peut-être mon propos introductif par ça. Je pense que la question qui nous est renvoyée autour de cette problématique de la confiance, c'est la question du sens. Autrement dit, nous avons une accumulation de règles extrêmement importante, nous les appliquons sans aucun état d'âme, mais je pense que ces normes nous renvoient à la problématique de savoir que cherche-t-on, quel objectif poursuit-on, quelle est la signification de chacune de ces règles.
Je vais vous donner 2 ou 3 exemples concrets pour me faire comprendre. Il y a des règles qui régissent aujourd'hui les liens d'intérêt. Malgré ces règles, nous avons une confusion permanente entre la notion de lien d'intérêt et la notion de conflit d'intérêt. Le distinguo n'est pas fait, les règles ne permettent pas de l'établir, il faut s'interroger sur le sens de ces règles. De la même façon, vous avez, et il en a été question récemment, une législation sur la prise de parole d'experts dans les médias, qui impose à ces experts, vous le savez, le fait de devoir énoncer leur lien d'intérêt avant de prendre la parole. Quand vous savez que dans un journal télévisé, une prise de son dure entre 20 et 30 secondes en moyenne, et cette règle est évidemment extrêmement compliquée, voire quasi inapplicable, sauf à priver l'expert de son droit d'expression. Vous avez une base transparence. Vous avez une base transparence qui est tellement exhaustive et tellement pléthorique que l'information signifiante est très difficile à trouver. On ne se pose pas la question de savoir quelle est l'information significative que je cherche. On essaye d'avoir une exhaustivité de la donnée avec des seuils extrêmement bas que je ne conteste pas, mais qui font perdre toute signification à l'information que l'on recherche. Enfin, sur l'expertise, permettez-moi une boutade un peu rapide et je m'en excuse d'avance, mais la France est quand même le seul pays qui soit capable d'inventer simultanément le concept de patient expert et le concept d'expert naïf. Et je pense que tout ça nous renvoie à des problèmes de signification. Je pense que il est normal d'avoir des lignes jaunes. Il faut s'interroger sur savoir si le fait, si ça n'est pas problématique lorsque la ligne jaune fait la taille de la route. Et je terminerai sur ces mots. Je trouve très intéressant que ce colloque se tienne parce que c'est l'occasion pour nous de débattre ensemble de ces sujets. Et moi, je suis très heureux de débattre avec des éthiciens parce que ça n'est pas mon métier et je suis très heureux d'échanger et d'avoir votre feedback sur ces éléments de contexte. Merci Philippe Lamoureux. On reviendra vers vous parce que, bien entendu, votre exposé introductif amène de nombreuses questions et commentaires. Je vais donner la parole, pour rester dans la même lignée, à Emmanuel Eumont, qui est président d'un groupe pharmaceutique, le groupe Gédéon Richter France. Emmanuel, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Moi aussi, je suis très honoré en fait de participer à cette table ronde sur une question qui est essentielle en fait, celle de la confiance, parce que cette confiance, elle repose sur 2 éléments à mon avis importants, qui sont la transparence et la connaissance. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a beaucoup de défiance parce qu'il y a beaucoup de méconnaissance de l'industrie pharmaceutique et du médicament. Et cette méconnaissance, elle crée cette défiance. Elle crée cette défiance, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, parce que l'industrie pharmaceutique, qui, je dois rappeler, n'est pas uniquement la Big Pharma, parce que souvent on associe l'industrie pharmaceutique à la Big Pharma. L'industrie pharmaceutique, c'est beaucoup d'entreprises et beaucoup aussi de PME. Donc c'est une industrie aussi à multiples visages. Et donc cette dichotomie entre être un acteur de santé publique et un industriel crée en fait les fondements de cette défiance. Parce que comme l'a dit Philippe, effectivement la santé pour nous tous en fait n'est pas un élément monnayable. Je voudrais revenir juste sur la partie santé publique. La santé publique de l'industrie pharmaceutique, elle est sur 2 aspects. Elle est un aspect de mise à disposition des médicaments auprès des patients. Elle est aussi sur mettre à disposition de l'innovation thérapeutique. Alors je mettrai de l'innovation avec un S, parce que l'innovation peut prendre plein de formes. Elle est un peu protéiforme, elle peut être de nouveaux produits, elle peut être de nouveaux systèmes injecteurs, elle peut être aussi apporter des solutions thérapeutiques moins onéreuses. Et là je pense au générique d'un côté, mais je pense aussi aux biosimilaires d'un autre côté. Et donc cet aspect de santé publique, elle est financée aussi par cette recherche. Et cette recherche,
juste rappeler 2-3 éléments pour bien fixer les idées. Pour développer un nouveau médicament, et là je suis dans le cadre d'un nouveau médicament, il faut entre 10 à 15 ans. Ça coûte à peu près 1 milliard, 1,5 milliard, voire un peu plus maintenant, et c'est un taux de succès relativement faible, parce qu'au début de la recherche, vous allez tester 10 000 molécules pour en avoir une à l'arrivée. Donc il y a un taux d'attrition aussi qui est très fort, et donc cette notion de taux de succès qui est relativement faible. Et ça me fait réfléchir sur... On est dans une industrie qui est sur le temps long, alors qu'on est dans une société qui est sur le temps de l'instantanéité. Et ce décalage entre les deux peut créer ces éléments de défiance. Bon, on l'a vu aussi avec le médicament, avec le développement du vaccin du Covid, où normalement, quand je vous dis 10 à 15 ans, et là en moins d'1 an, on a développé un vaccin, on peut se dire « Ah, ils ont été trop vite, pourquoi ?» Donc on voit aussi que cette différence en termes de notion et de temporalité peut aussi jouer sur cette méfiance et ce manque de confiance dans l'industrie pharmaceutique. Ce qui est important aussi, c'est la réglementation qu'il y a autour de cette industrie. Et comme l'a rappelé Philippe Lamoureux, c'est vrai à tous les moments de son cycle de vie, du développement, où on est encadré pour le développement, à l'enregistrement. Et il faut savoir que si vous voulez aller chercher un enregistrement pour un produit à l'échelle mondiale, vous allez passer au travers de 3 agences d'enregistrement. L'une aux États-Unis qui s'appelle la FDA, une en Europe qui est l'agence européenne, et une au Japon pour la partie asiatique. Donc la revue de votre développement clinique va être faite par de nombreux experts sur de nombreux territoires avec de nombreuses cultures différentes aussi, qui doit être un gage de confiance. Et après, une fois que vous avez eu cet AMM, qui vous sera donné au niveau français par la l'ANSM, donc l'Agence nationale de la sécurité des médicaments. Vous allez rentrer, et c'est pour faire écho à ce que vous disiez au début, Monsieur le Président, vous allez rentrer dans un processus d'accès au marché où vous allez être en interaction avec la Haute Autorité de Santé, l'HS, qui va vous dire si votre médicament peut avoir ou ne peut avoir le remboursement, et va aussi classer votre médicament par rapport à des comparateurs ou par rapport à la stratégie thérapeutique. Et c'est sur cette base-là, ensuite, que le comité économique du médicament va fixer le prix. Donc on voit aussi qu'il y a des règles qui sont très claires, même s'il faut travailler pour qu'elles soient le plus à même possible de donner le bon équilibre économique, mais il y a effectivement tout un processus pour ça. Et après, comme l'a dit Philippe Lamoureux, dans la phase de commercialisation du médicament, et il y a aussi encore énormément d'encadrement jusqu'à effectivement les relations avec le corps médical au travers de ces lois anti-cadeau ou de compliance. Et je pense que c'est important qu'on ait tout ce cadre, parce que c'est ce qui fait que notre industrie est robuste, c'est ce qui fait que notre industrie elle apporte cette innovation, et ce qui fait aussi qu'elle a un rôle sociétal. Après, comme le diable est dans les détails, quand vous avez plein de réglementations, et c'est la notion du sens aussi, ça peut être perçu par certains comme des éléments de méfiance. Et donc là, il faut aussi faire très attention sur la partie communication. Et je finirai mon propos juste sur la partie apport sociétal aussi de l'industrie pharmaceutique. Sur la santé, on a déjà évoqué le médicament et son impact, par exemple, sur l'espérance de vie. Et ça peut être l'innovation, j'en ai déjà parlé, mais ça peut être aussi la partie économique, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est très important de manière économique, notamment sur la partie exportation. Sur le tissu industriel aussi, avec aussi tout ce plan de relocalisation pour pouvoir faciliter ou renforcer la souveraineté d'approvisionnement au niveau français. Et puis un élément social, parce que je voudrais juste rappeler qu'il y a plus de 100 000 personnes qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique au service des patients. Et donc c'est aussi important. Et je voudrais finir mon propos sur un aspect aussi là un petit peu dichotomique entre ce que je souhaite le citoyen. Le citoyen souhaite de l'information sur l'industrie pharmaceutique. Le patient, il souhaite un accompagnement. Et donc nous, tous les acteurs de la santé, nous devons pouvoir amener l'information aux deux
aux citoyens pour leur assurer, mais aussi aux patients pour l'accompagner. Merci Emmanuel. Grégoire Moutel, président du comité de déontovigilance des entreprises du médicament. Tu es à l'articulé de cette table ronde et je te donne la parole. Merci Monsieur le Président et merci pour les propos liminaires qui me permettent d'aller à l'essentiel sans avoir à réénoncer tous les textes qui régulent effectivement le secteur. Juste pour comprendre aussi ce débat sur rétablir la confiance, il faut peut-être prendre un petit peu de recul et se demander ce qu'est une société qui ne serait bâtie que sur la défiance. Alors ça a été dit, la société française serait en train de basculer vers la défiance permanente et presque dans le domaine de la santé, puisqu'on est aussi acteur public, hein, en l'occurrence quand on est académique comme moi, on voit aussi que la défiance monte, hein, la défiance est montée aussi depuis l'affaire du sang contaminé sur des organismes publics, sur la question de l'amiante, la question est montée. La question monte pour des chercheurs qui travaillent sur le monde animal en disant qu'il faut arrêter la recherche sur le monde animal. Il y a de la suspicion aujourd'hui sur le monde scientifique du fait des polémiques médiatiques qui apparaissent sur les écrans de télévision à longueur de journée. Donc je pense que déjà il faut presque faire un choix intellectuel de se dire est-ce qu'on veut un monde bâti sur la défiance qui risque selon moi d'être un monde qui intellectuellement va se détruire via des combats stériles mais parfois violents, ou est-ce qu'on veut effectivement plutôt construire de la confiance. Alors, construire de la confiance, on pourrait dire que d'une certaine façon, c'est déjà établir des règles qui répondent aux attentes de la société et se donner les moyens de les faire respecter. Et je pense que dans le champ des entreprises du médicament, c'est le chemin qui a été mis en œuvre et c'est le chemin qui est en train de continuer à avancer parce que c'est vrai que c'est là, vous voyez, toute la force de l'indépendance du CODEM, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a 20 ans ou 30 ans, le secteur n'était pas aussi régulé et donc on pourrait dire aussi clair et aussi lisible que l'a expliqué Philippe Lamoureux. Et donc il y a un passé, il y a incontestablement un passé qui fait que alors qu'on a un secteur, comme on dit, qui est très contributeur à la qualité de vie des citoyens et qui devrait être vu comme très positif, parce que quel Français n'a pas conscience de l'importance de l'accès à son traitement, de la qualité des traitements dont on bénéficie dans notre pays, ça c'est une évidence. Mais à côté de ça, eh bien, quelques éléments, comportements, voire affaires, parce qu'on n'a pas lâché le mot, mais il faut quand même le lâcher dans le débat, l'affaire Mediator en particulier, a effectivement pollué le système. Voilà. Donc on peut dire aussi, et moi je me permets de le dire, que là aussi ça a été dit par Philippe Lamoureux et je le rejoins, il y a toujours des secteurs où il y a des mauvais comportements. Il y en a dans nos CHU, il y en a dans les institutions de recherche, il y a de la fraude. Et la particularité de la société française, et c'est très français, elle a tendance à effectivement avoir amalgamé le laboratoire qui dysfonctionnait avec l'ensemble d'un secteur. Donc moi, à titre personnel, ça a été une des motivations pour accepter cette mission de président du CODEM, de regarder quand même quels étaient les dysfonctionnements, mais de regarder aussi quels étaient les bons modèles en termes déontologiques et de régulation, et il y en a énormément dans ce secteur. Donc c'est important que je le dise. La deuxième motivation à vouloir réguler, et c'est pour ça que des acteurs d'interface comme je suis, à mon avis, sont essentiels, c'est que les mondes continuent à se parler. Je vais faire un petit détour vers une question personnelle, mais quand j'ai accepté de prendre en charge le CODEM, qui est, je vous en dirai un mot tout à l'heure, une instance totalement indépendante, c'est-à-dire dans sa composition, dans son fonctionnement, dans son budget, tout ça est d'une extrême lisibilité. Certains m'ont dit « Ah, tu vas travailler avec l'ennemi ». D'accord. Et puis d'autres ont eu la sagesse de dire « Ah mais non, effectivement, c'est bien que tu travailles, mais tu exposes, que tu travailles. » Mais il y a quand même eu ça, c'est-à-dire il y a une forme de violence institutionnelle, alors que les mêmes qui me le disaient, dans leur propre service, menaient des essais cliniques en partenariat avec les entreprises du médicament. Alors pourquoi je raconte ça ? C'est parce que je pense que le mot partenariat doit être réhabilité. Le mot partenariat, aujourd'hui, c'est la recherche clinique. Il faut dire que les entreprises sont fortement contributives à la recherche clinique dans les CHU. On le sait, c'est les essais thérapeutiques, c'est les innovations en termes d'éducation thérapeutique. On les connaît, tous ces exemples-là. En fait, on ne peut pas imaginer un monde où il y aurait, comme certains le prônent, une muraille, un mur, c'est très trumpien comme approche, entre le secteur des entreprises et le monde académique.
Et donc, une fois qu'on a dit ça, je reviens à mon propos, eh bien, il faut bien des règles. Il faut bien des règles puisqu'il y a eu dysfonctionnement, puisqu'il y a eu mauvaise pratique à une époque, qu'elles ont eu tendance à abîmer la réputation du secteur, eh bien, il est important qu'il y ait des règles. Et de ce point de vue, les règles, il faut les faire appliquer. Donc, Philippe Lamoureux a qualifié les missions de certaines instances, mais c'est vrai que le CODEM, le comité de déontologie, fait partie de ce domaine-là, c'est-à-dire finalement d'avoir une fonction de gendarme. Et je peux vous dire que la peur du gendarme, elle fonctionne parce que aujourd'hui, on ne voit plus certaines pratiques qu'on pouvait voir par le passé. Mais je le redis, c'est très intéressant. Donc en disant ça, je frémis toujours en disant cette phrase parce que ça voudrait dire que par le passé, le secteur n'aurait pas été vertueux. Mais par le passé, le secteur, il n'était pas plus ou moins vertueux que certaines entreprises de presse, que certaines entreprises d'automobile, que certaines entreprises de l'agroalimentaire. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a quelque part fait une stigmatisation très forte sur ce domaine-là, alors que je pense que, encore une fois, il est plutôt en grande amélioration aujourd'hui. Donc voilà, il faut accepter de porter le poids de ce passé. Alors, souvent, on me pose la question aussi, parce que c'est très intéressant, de qui peut saisir un comité de déontologie. Quand j'ai pris en charge ce comité de déontologie il y a 6 ans maintenant, en fait, il pouvait être saisi par les entreprises et par un certain nombre de parties prenantes, mais pas suffisamment par ce qu'on appellerait la société civile ou les lanceurs d'alerte. Et donc, on a fait évoluer cet aspect-là. Vous savez que c'est vrai d'ailleurs de tous les comités de déontologie, comme le Conseil de l'Ordre des médecins. Les comités de déontologie se sont ouverts et on dit désormais, finalement, il n'y a plus de restrictions, tout le monde peut nous saisir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette revendication qui, selon moi, aurait dû s'accompagner d'une avalanche de dossiers problématiques, eh bien, ne s'accompagne pas d'une si grosse avalanche de problématiques, à telle enseigne qu'on me dit « mais à quoi sert un comité de déontologie ?» vu qu'il ne traite que quelques cas par an. Alors là aussi, vous voyez, c'est un gros paradoxe de la transparence et de la déontologie. On nous dit « ah, mais si ça se trouve, on vous cache des dossiers, on vous masque une forme de vérité ». Donc on est dans des impossibilités intellectuelles. Vous voyez, avant on n'était pas ouvert, on nous disait qu'on n'était pas assez transparent. Maintenant on est ouvert et n'importe quel citoyen peut solliciter le CODEM. Et on nous dit « ah, le système doit être tellement fort qu'il fait taire les gens ». Eh bien non, parce que ça, excusez-moi, ça rejoint les théories du complot. Et je pense qu'il faut le dire. Aujourd'hui, il y a une forme de dérive de la démocratie qui fait que, alors qu'on appelle à la transparence, eh bien la transparence elle-même dysfonctionnerait. Donc moi, je n'ai pas fait le choix de rentrer là-dedans. Et je pense qu'il faut continuer à dire que les instances de régulation ont leur force et qu'elles ont leur vertu, c'est-à-dire que les choses s'améliorent. Alors, pour ne pas être dans l'angélisme, bien sûr, nous avons quelques dysfonctionnements chaque année et quelques dossiers de mauvaises pratiques parce que, comme dans tout système, eh bien, il y a encore des boulangers qui ne déclarent pas leurs impôts, il y a encore des médecins qui demandent des dessous de table. Donc, il y a encore, dans le monde de l'industrie du médicament, quelques acteurs au sein des entreprises qui dysfonctionnent. Mais ce que je peux dire, c'est que quand ils sont mis en exergue, les mesures correctrices sont très rapidement très efficaces, voire même les collaborateurs qui dysfonctionnent sont évincés de leur mission parce que on va dire que le système global n'a plus envie, ça a été dit, je crois que c'est près de 100 000 employés qu'il y a dans les entreprises du médicament, et ben l'ensemble des salariés de ce secteur n'ont pas envie de voir ce domaine globalement péricliter sous le sceau d'une mauvaise image. Alors ça a été dit, mais je veux quand même y revenir. La loi du 29 décembre 2011, là, sur la sécurité sanitaire, a organisé la transparence. Et je pense qu'il faut quand même le rappeler. La transparence, elle touche désormais les rapports entre les professionnels de santé, les associations, les étudiants en santé, les associations d'usagers, les établissements de santé. J'ai réalisé sous le nez, je vous rassure, je ne le fais pas de mémoire, les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance, les personnes morales assurant la formation initiale des professionnels de santé ou participant à cette formation. Donc, on a effectivement un dispositif qui a quadrillé, je crois, l'intégralité des interfaces du secteur du médicament avec ses partenaires. Mais j'insiste, on pourrait reprendre la liste et je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas vous assommer avec ça.
on pourrait faire l'exercice, tous ces secteurs ont besoin d'un partenariat avec les entreprises du médicament. Donc j'en reviens bien donc à l'idée centrale que il faut donc fixer les lignes jaunes, même si Philippe Lamoureux a trouvé que la ligne était un peu large. Moi, je ne vais pas dire ça, je ne peux pas me permettre de dire ça. Moi, je pense qu'il faut une ligne, bien sûr, j'ai bien compris l'image, et effectivement que cette ligne permette ce qu'on appelle le partenariat responsable, c'est-à-dire avec des règles que la société accepte. Donc je pense qu'on est sur ce chemin-là aujourd'hui, mais je rejoins Philippe Lamoureux en disant que nos institutions publiques sont un peu à la traîne sur certains domaines, en particulier celui qu'il a énoncé, la nécessité de clarifier une bonne fois pour toutes les règles entre liens et conflits d'intérêts. Il est assez invraisemblable aujourd'hui qu'on dise qu'un professeur de médecine qui a collaboré avec des essais cliniques en cancérologie, en cardiologie, parce qu'il a développé des essais cliniques dans son propre service, serait en collusion, en conflit d'intérêts, alors que simplement il a participé au bien commun en montant ces essais cliniques dans un partenariat. Alors on voit bien l'esprit, mais derrière il y a un débat, vous savez aussi, sur la rémunération. Donc il faut en dire une chose. Eh bien, le collègue universitaire, oui, il est rémunéré pour ce partenariat, parce qu'il y passe des soirées, il y passe des week-ends. Alors on me dirait, ça devrait être au service public de le payer, de faire transiter l'argent pour le service public. Peu importe, mais en tout cas, tout travail mérite salaire, et quand cette personne fait ce travail-là, il ne fait pas les gardes à l'hôpital, et puis je vais être un peu provocateur, il ne fait pas une activité privée libérale, outrancière dans le système hospitalier, il rend plutôt service à la collectivité. Et puis, il y a eu une étude qui a été faite qui montre que ces seuils de rémunération dans ces partenariats sont finalement très raisonnables rapportés à l'heure consacrée. On arrive à peu près à la tarification de ce que gagne un médecin installé en ville, à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a aussi cette suspicion autour de l'argent, il faut le dire, et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut définir aussi une bonne fois pour toutes les règles et l'autorisation de cumul entre public et privé. Alors certains disent qu'il faut arrêter tout cumul, je n'y reviendrai pas, vous avez compris que ce n'est pas du tout mon propos, je trouve que ça, c'est une aberration. Mais par contre, établir les règles claires du cumul, et on voit bien qu'on est en train d'avancer vers ça, puisque Philippe Lamoureux vous a énoncé que désormais les conventions seraient validées, en particulier par les ordres professionnels. Alors, je ne vais pas lancer là un grand débat sur comment ça va être régulé, parce que je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec les ordres professionnels qui vont devoir s'approprier ce dossier, en connaître les complexités et les limites techniques, et ça, on va s'y atteler pour que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, vous voyez que mon propos serait de dire, essayons de réguler au mieux, de mettre un maximum de barrières pour diminuer les suspicions et aller vers cette notion de partenariat responsable. Dernière petite chose, parce que ça a été dit tout à l'heure, effectivement, le CODEM donc, a une composition à travers laquelle les entreprises du médicament, c'est-à-dire les partenaires finalement avec lesquels on travaille, sont présents, mais à moins d'un tiers, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un tiers de représentants, en gros, de représentants du secteur. Après, comme tout comité de déontologie ou d'éthique, nous avons des philosophes, des académiques de sciences humaines, des anciens médecins, mais surtout, et c'est important, une commission des litiges et des sanctions, celle qui, on va dire, sanctionne ou fait de la médiation très contraignante, et qui est présidée par 2 magistrats. Voilà, ça aussi, je veux le rappeler, parce que de temps en temps, il y a des mauvais propos qui sont tenus. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, souvent il y a beaucoup de méconnaissances. C'est pour ça que moi je suis très heureux d'en parler aujourd'hui. Expliquer ce que c'est cette structure du CODEM, c'est aussi montrer qu'elle fonctionne comme toute autre instance déontologique et que ce n'est pas une petite tambouille qui fait qu'il n'y a que des PDG du CAC 40 qui siègent dans le comité de déontologie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Grégoire Moutel. Catherine Bourguin, c'est votre casquette de sociologue des sciences et de membre du comité d'éthique de l'INSERM qui nous fait vous interroger sur la question de cette table ronde. Peut-on faire confiance à l'industrie pharmaceutique? Et sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi? Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai envie de parler d'un autre aspect autour de cette question de la confiance qui a été évoqué par des personnes avant sur la question de la transparence. Mais moi, je vais parler d'une autre transparence, qui est celle des prix et du coût
de la production des médicaments dans l'industrie pharmaceutique. Parce qu'il me semble que c'est une question qui aujourd'hui est devenue centrale, et on le voit en ce moment avec l'affaire des vaccins, des vaccins contre le Covid, pardon. Et pour ceux qui suivent l'actualité, il y a un enjeu très important aujourd'hui autour de la transparence des contrats qui ont été signés notamment entre la Commission européenne et certaines des entreprises qui commercialisent ces vaccins, où on a vu des parlementaires européens demandant de d'avoir accès à ces contrats et de n'obtenir que le droit de consulter certains de ces contrats, dans lesquels en plus les informations les plus cruciales sur le nombre de doses, les prix, etc. n'étaient même pas disponibles au regard, non pas du grand public, en l'occurrence bien sûr il y a un secret qui s'applique, mais même au regard de nos parlementaires, c'est-à-dire de ceux qui représentent l'intérêt général dans ces discussions. Alors, je pense que ça a été évoqué par Monsieur Lamoureux. Je voudrais aussi partir sur un point un peu général sur les liens entre le public, la société et son industrie pharmaceutique, puisque depuis de longue date, mais ça s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale, nos sociétés, la société française en particulier, a fait le choix de déléguer à l'industrie privée ce travail de production des innovations thérapeutiques. Et c'est un choix, je pense que nous pouvons tous en témoigner, qui a montré son efficacité avec une capacité de l'industrie pharmaceutique de développer toute une série d'innovations. Et effectivement, avec un S, en matière de médicaments, il y a des innovations biotechnologiques, mais il y a aussi des façons de reconditionner, des façons de faire du générique qui sont très importantes dans le développement de médicaments. Mais ce choix, il est important de le rappeler qu'il n'a rien d'évident. Certains pays le font, mais pas forcément complètement, voire pas du tout. Je pense bien sûr à Cuba, qui a une industrie pharmaceutique nationale, mais un pays comme le Brésil a depuis longtemps développé en parallèle d'une industrie privée, une industrie publique, pour produire cette innovation biomédicale. Et je pense que cette idée-là, elle est importante, parce que cette délégation, elle s'est construite avec des cadres de réglementation, avec notamment tous les règlements sur les droits de propriété intellectuelle, le fait de donner des brevets sur les innovations, ce qui n'était pas le cas au début du XXe siècle, par exemple, dans le cadre de la santé. Il n'y avait pas de brevet sur le médicament qui était possible sous la Troisième République. Donc des brevets qui confèrent un monopole sur les innovations et qui permet d'instaurer un moment de retour sur l'investissement de ce type d'innovation. Et puis, évidemment, il y a un autre élément qui est très important, c'est que les États ont investi beaucoup dans la recherche médicale. Au début des années 2000, par exemple, les dépenses publiques aux États-Unis sur la recherche médicale étaient le deuxième poste quasiment de dépenses publiques derrière les dépenses militaires. Donc, et en France aussi, il y a un investissement de l'État très fort dans la recherche biomédicale, c'est-à-dire qu'il y a donc toute une partie de la production des savoirs qui sous-tend cette production de médicaments qui est financée par la puissance publique. Et je dirais que depuis une vingtaine d'années, ça s'est même encore accru, puisque de plus en plus les laboratoires publics et les chercheurs sont poussés à aller plus loin dans le développement des innovations sous la forme de partenariats un peu plus étroits avec des acteurs du développement de l'innovation, qu'il s'agisse de start-up ou de sociétés plus constituées. Et puis, deuxième élément de soutien financier important, bien sûr, c'est que, en tout cas en France et dans de nombreux pays, les dépenses de santé sont socialisées, ce qui veut dire qu'il existe une solvabilité du marché des médicaments, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique est une industrie qui bénéficie d'un investissement public par le financement de la santé. Voilà, alors bien sûr, les industries supportent des coûts. Et il est important d'être transparent sur ces aspects-là, des coûts d'absorption des savoirs développés dans les laboratoires publics, de développement industriel, de développement clinique. Donc il y a des coûts très importants qui sont supportés par les industries, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que ce n'est pas dans n'importe quelle condition, et il y a une partie des coûts qui sont supportés par la puissance publique.
Donc il y a un contrat entre les institutions publiques, la puissance publique et les industries du médicament. Et j'en viens là à quelques scandales récents dont on n'a pas parlé, qui sont d'autres formes de scandales, qui sont les scandales autour du prix de certains médicaments. Et je pense par exemple aux premières thérapies contre l'hépatite C, qui ont commencé à faire scandale quand il est apparu que c'était des traitements très efficaces. Donc c'était une révolution d'un point de vue thérapeutique, mais c'était des traitements qui coûtaient $40 000, 40 000 euros, je ne sais plus, par traitement. Hein. Donc c'était déjà un premier pas. Et puis depuis plus récemment, on en arrive à des traitements qui peuvent dépasser le million d'euros par personne traitée. Encore une fois, des traitements très efficaces, donc une innovation, un travail d'innovation qui est fait, mais avec un prix qui devient tellement élevé qu'il interroge la capacité de notre système de santé à payer et donc à garantir ses missions de solidarité pour tous, avec le risque de devoir faire du choix sur quelles sont les personnes qui vont pouvoir ou pas bénéficier de cette innovation. Et je pense que l'explosion de ces prix et ces nouvelles questions de capacité des systèmes de santé à rester, c'est-à-dire, on le sait, c'est toutes les études le montrent, pour reprendre une expression, que les Français sont très attachés à ce système de solidarité nationale sur les questions de santé. Et avec la crise de Covid, on voit à quel point c'est important. Et bien, ce risque que fait peser certains développements de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui sur notre capacité à financer, continuer à financer la santé pour tous, génère amplifie la perte de confiance. Et donc aujourd'hui, il y a un élément qui devient central, qui est celui de la transparence, mais cette fois sur les modèles de coûts. C'est-à-dire quels sont les coûts de production effectifs, quels sont les investissements dans le développement effectif qui sont faits par les industriels, et puis quels sont les bénéfices qui sont faits, et quelles sont les justifications morales qui sont posées aujourd'hui pour certains médicaments. Et là, je reprends tout à fait ce qui a été déjà dit par les intervenants précédents. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même sac, il s'agit d'être précis. Mais là, cette demande de transparence, elle émane non pas de gens qui ne connaissent pas le système, elle émane beaucoup d'ONG, d'associations qui sont mobilisées sur ces questions, sur le champ du sida, par exemple, ça a été les premières associations, mais maintenant sur le champ du cancer, j'ai parlé de l'hépatite tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que ce sont des acteurs qui connaissent très bien le financement, le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, mais qui questionnent, et là on en vient à la question du sens, finalement, oui, une industrie, mais dans quelles conditions, avec quel rapport entre le bien public et les formes de privatisation. Et là, il me semble que c'est un point central qui est finalement cette question dans la confiance, ce sentiment qu'il y a une asymétrie entre, d'une part, le bien public, et bien sûr, on a besoin d'innovation thérapeutique, et la question de profits qui peuvent être faits sur cette structuration-là, et qui en bénéficie, c'est-à-dire est-ce qu'on ne paierait pas deux fois, c'est-à-dire on paye pour la recherche publique, on paye pour les médicaments, et à qui bénéficient les effets d'échelle qui peuvent être produits. Est-ce que ce sont finalement des acteurs privés qui captent ce qui devrait revenir finalement plus au bien public. Donc je pense que cette question de la transparence, elle est essentielle. Je l'ai dit, on le voit sur la question du Covid, elle se pose. On a besoin de plus de transparence sur les conditions de ce contrat entre le public et le privé. Il s'agit de bien sûr laisser les moyens à l'industrie de pouvoir développer, mais en étant vigilant sur le fait que les marchés se sont beaucoup transformés depuis une trentaine d'années, et qu'avec cette transformation, on en arrive à des situations de déséquilibre patent entre les acteurs privés et les acteurs publics. Voilà. Donc moi, je pense que dans la question de la confiance, c'est un élément incontournable. Il faut
que les rapports avec les industries permettent de rassurer sur la transparence. Et encore une fois, sur le Covid, j'espère que dans l'affaire des contrats sur les vaccins, avec notamment AstraZeneca, le coup de pression de la Commission européenne va permettre d'avancer sur le fait qu'on puisse avoir plus de transparence sur ce qu'il y a dans ces contrats et les conditions effectives de la construction de cette délégation à l'industrie pharmaceutique. Merci Catherine Bourgain pour cet excellent exposé. En fait, ça pose le problème de la démocratie sanitaire et de la manière dont on l'a fait fonctionner. Et je vais maintenant donner la parole à Hervé Schneeweiss. Merci. Je vais peut-être pas la garder très longtemps parce que je crois que tout a été dit ou presque. Si on veut reformuler les choses en termes d'éthique et en termes de certains principes éthiques, on a vu à travers les différents exposés les tensions. Si on prend le premier principe qui est celui de l'autonomie, eh bien, un malade, il a une autonomie qui est limitée à partir du moment où sa maladie a besoin d'un traitement. Et donc, la première chose qu'il souhaite, c'est que ce traitement existe. Et on a vu, si on prend la crise du Covid, comment la course au traitement a conduit à certains errements, à certaines difficultés. On a vu que certaines compagnies pharmaceutiques ont voulu promouvoir des traitements extrêmement coûteux qui aujourd'hui se révèlent inefficaces. C'est par exemple le cas du Remdesivir de Gilead. La tension donc au niveau de l'autonomie du patient, elle est évidemment dans cette contrainte. Le deuxième élément, c'est bien sûr le principe de bienfaisance. Est-ce que le médicament ou le procédé thérapeutique va pouvoir apporter le bénéfice médical qui est vraiment promis? C'est le cœur de métier de l'industrie pharmaceutique de le produire, mais c'est vrai qu'on a connu un certain nombre de scandales sanitaires, Grégoire les a rappelés, parfois liés à certains médicaments mal pris, ou pris dans des conditions inappropriées. Ça nous amène au troisième principe qui est celui de la non-malfaisance, qui est un des principes éthiques fondamentaux. La première malfaisance, c'est la maladie, et c'est le fait de ne pas avoir de traitement. Mais la non-malfaisance, c'est aussi qu'il faut voir les choses en face, c'est-à-dire que la santé, elle est d'abord mise en cause par un certain nombre de déterminants sociaux. C'est les plus pauvres qui sont les plus vulnérables. Et c'est les plus pauvres qui sont exposés à des prix coûteux du médicament. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Un certain nombre de médicaments essentiels qui sont d'un prix, alors là, devenu ridicule, soit parce qu'ils sont génériqués, soit parce qu'ils sont vraiment très anciens, et qui sont de plus en plus souvent en rupture. Et donc là, on voit une industrie qui n'assure plus le socle de la production d'un certain nombre de médicaments essentiels. Et puis le dernier principe fondamental de l'éthique, c'est celui de la justice. J'ai déjà parlé du problème des vulnérabilités avec les déterminants sociaux de la santé, mais comme l'a très bien rappelé Catherine, il y a un coût mutualisé de la santé. Ce coût, il est mutualisé évidemment par l'investissement de l'État au niveau des recherches. Alors c'est très important aujourd'hui en Chine ou aux États-Unis, c'est très important en Allemagne, et c'est pas pour rien que BioNTech ou CureVac existent en Allemagne. On aimerait que l'investissement en recherche fondamentale en France soit au même niveau que celui des autres pays de l'OCDE. Mais il y a surtout une mutualisation à travers le système de sécurité sociale et à travers le système de remboursement de l'assurance maladie. Ce qui pose la question du coût. Mais cette question du coût, elle doit être posée à tous les niveaux. Il faut sortir des hypocrisies. En particulier, qui finance aujourd'hui réellement, est-ce que c'est le système public ou est-ce que c'est un système privé, la formation médicale continue? Et quand je parle de la formation médicale continue, il y a la formation des médecins, mais il n'y a pas que les médecins. On a vu avec la crise du Covid aussi à quel point les soins
d'accompagnement, les soins infirmiers, d'autres éléments de soins étaient importants. Qui forme techniquement cela? Qui permet aux médecins ou aux infirmiers ou à d'autres personnels paramédicaux d'aller dans des congrès, dans des conférences et de se former correctement? Si ce n'est pas l'industrie pharmaceutique, afin de la délier de tout lien d'intérêt, alors il faut que ce soit la puissance publique et il faut voir où sont les budgets que la puissance publique met réellement en œuvre pour cela. Donc, clairement, parce que nous sommes au cœur d'une question éthique essentielle, celle de la santé, on a un certain nombre de tensions. Il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, d'autant moins que toute la recherche publique, comme ça a été indiqué par Catherine tout à l'heure, est incitée depuis la loi Bayh-Dole aux États-Unis au début des années 80 à faire de l'innovation, à déposer des brevets, à créer des start-up, et qu'aujourd'hui, le grand modèle de la Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique, c'est plutôt de racheter des start-up que de faire en son sein sa propre recherche. Donc, on a un continuum et une interaction, et c'est tout à fait heureux, entre le système académique public et le système industriel. Mais il est clair qu'il faut sortir des non-dits, des hypocrisies. Et ce n'est pas seulement une question de transparence, c'est une question de répartition des rôles, c'est aussi une question de répartition des coûts et une répartition des bénéfices, bien sûr, pour les malades, le bénéfice de la meilleure santé, mais aussi peut-être s'interroger puisque Philippe a commencé en parlant de la prise de risque de l'industrie pharmaceutique, et c'est clair que tout industriel prend des risques. Enfin, reconnaissons aussi que quand on voit des analyses boursières, le secteur pharmaceutique fait partie des secteurs qui dégagent des marges beaucoup plus importantes que l'automobile que tu as cité, Philippe, si je ne m'abuse, dans ton propos liminaire. Je pense que Renault ou Peugeot seraient assez envieux des marges que font certains des top 5, on va dire, de la Big Pharma. Donc, oui, tension éthique, mais tension éthique parce que très souvent, on reste dans le non-dit, on est trop pudique, on n'ose pas. Et ici, au Forum européen de bioéthique, on ose parce que nous nous connaissons bien les uns et les autres. Nous sommes heureux de travailler les uns avec les autres, ce qui ne veut pas forcément dire qu'à certains moments, nous soyons dans une espèce de ravis de la crèche où nous sommes d'accord sur tout. Et c'est justement parce qu'il y a des tensions qu'il y a des questions éthiques et que ces questions éthiques, en particulier la question du juste coût, doivent être mises sur la table et discutées. Et c'est aussi parce que nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout qu'on va laisser place au débat. Alors, la crise du Covid nous donne une opportunité véritable de réhabilitation de l'industrie pharmaceutique. Cette apparition des vaccins à une vitesse incroyable et surtout des vaccins d'une efficacité incroyable donne une opportunité peut-être unique de faire en sorte que l'image de marque de l'industrie pharmaceutique auprès des médecins mais aussi du grand public change. Alors, Philippe Lamoureux, vous avez parlé de confusion entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt, et on en sort à peine, mais je pense qu'il y a encore des séquelles assez lourdes de l'affaire du Mediator, avec une Madame Frachon qui est partie partout en disant aux médecins « mais vous ne vous rendez même pas compte de votre dépendance, et votre dépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique, elle est même tellement importante que vous ne la sentez pas ». Et je dois dire que la consanguinité qu'il y a eu entre, pour ne pas le citer, le laboratoire Servier et certains politiques, et les méthodes qui ont été utilisées pour promouvoir un médicament ont laissé des traces
de la même manière qu'avait laissé des traces l'histoire du sang contaminé. Le philosophe disait la fêlure du monde, mais oui, il apparaissait qu'un médecin avait pu donner du sang à des patients qu'il n'aurait pas donné à sa fille, fêlure du monde. Alors, est-ce que le Mediator n'a pas été quelque chose qui arrivait au mauvais moment et qui a accru la fêlure du monde, et comment se sortir de cette confusion entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt? J'ai un successeur qui refuse de parler au laboratoire tant il estime que c'est dangereux, et moi-même, en tant que président de société savante, j'ai été obligé de montrer patte blanche de manière itérative avec des listes où je n'avais jamais participé à un petit déjeuner et où j'étais marqué comme ayant participé à un petit déjeuner. J'ai dû aller prouver que je n'avais pas pris ces petits déjeuners-là. On est là dans une espèce de guerre de tranchées, et ma question à vous, Philippe Lamoureux, c'est comment on pourrait en sortir? Écoutez, d'abord, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est un petit peu l'inconvénient de parler le premier. Et ce qui me fascine quand on a un débat sur l'éthique, c'est qu'on ne parle que d'économie. Donc je voudrais quand même, si vous me le permettez, revenir sur un ou deux points, parce que je voudrais pas les laisser passer sans réagir. C'est un discours qu'on connaît bien, hein. Moi-même, j'ai précisé qu'étant économiste, je me lançais sur le terrain éthique qui n'est pas le mien, donc je trouve admirable qu'une sociologue se lance sur le terrain économique qui n'est pas le sien. Mais l'idée qu'un prix puisse refléter un coût n'a absolument aucun sens pour ce qui concerne le secteur de l'industrie pharmaceutique, pour une raison très simple, c'est que on ne facture pas, entre guillemets, à la collectivité le coût des échecs. L'attrition des produits, sur 10 000 molécules scannées, une seule arrivera au marché, et au travers d'un prix, ce prix reflète, comme je l'ai dit tout à l'heure, un investissement, une durée d'immobilisation du capital, une prise de risque, et elle permet non pas d'amortir un coût, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, elle permet de financer des recherches à venir. Un prix finance l'avenir et n'amortit pas le passé. Et ça, c'est quelque chose qui fondamentalement nous oppose. La deuxième chose, c'est que j'entends ce qu'on dit sur le prix des médicaments, mais je pense qu'il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que depuis 10 ans, la croissance du chiffre d'affaires de cette industrie a été nulle, et que nous avons absorbé 2 chocs d'innovation à coût constant. Et nous sommes aujourd'hui probablement le poste de dépense de l'ONDAM le mieux maîtrisé, bien mieux que la dépense hospitalière, par exemple. Et donc, nous sommes plutôt, de ce point de vue-là, vertueux par rapport à d'autres secteurs. Par rapport à ce que disait Hervé, évidemment, et je le rejoins tout à fait, la rémunération de l'actionnaire est forte dans le secteur, parce qu'elle est proportionnelle au risque qu'il prend. On a eu une polémique il y a quelques années avec un grand professeur qui disait, rendez-vous compte, les marges de l'industrie pharmaceutique sont plus importantes que celles de la mode. Ce qui est vrai, puisqu'en réalité, la mode, vous achetez une marque et une création. Un médicament, vous amortissez un risque, et d'une certaine façon, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous apercevrez qu'il y a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques qui ont disparu, ce qui montre bien que cette activité est risquée. Autre élément peut-être, mais je veux pas être trop long, sur la recherche, moi je m'oppose beaucoup à cette idée que la recherche publique finance les entreprises privées ou la recherche privée. La réalité, c'est qu'on est dans un écosystème dans lequel chacun enrichit l'autre. La recherche académique est essentielle pour nourrir le développement des produits, et les deux fonctionnent en osmose. C'est vrai que les entreprises, et Hervé a eu raison de le dire, vont chercher du savoir et de la création de valeur dans les biotech ou dans la recherche académique, mais elles n'ont pas la capacité de développer comme là l'industrie pharmaceutique. Inversement, cette industrie finance très largement la recherche académique, et vous savez très bien qu'aujourd'hui, une bonne partie du budget de l'organisme auquel vous appartenez provient des industriels. Et c'est tant mieux, parce que si on prend la crise de la Covid, et je reviens à ce que disait Israël Nizan, les pays qui s'en sont le mieux sortis, les pays qui sont exemplaires, ce sont justement des pays qui font l'inverse de ce que vous avez préconisé, c'est-à-dire des pays dans lesquels la recherche académique
les biotech, les startups et la big pharma savent travailler ensemble pour apporter de l'innovation aux patients. Le dernier point, et là par contre je rejoins aussi tout à fait Hervé, la question des ruptures est une vraie problématique. La question des ruptures est une problématique qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est une situation extrêmement préoccupante. Pour nous, c'est un sujet, c'est notre mission, c'est d'apporter des médicaments le plus rapidement possible au lit des patients. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est une problématique que nous sommes en train d'adresser. La difficulté, c'est que les ruptures, c'est un phénomène multifactoriel. Ça ne relève pas du seul industriel. Il faut traiter la rupture dans toutes ses dimensions pour pouvoir essayer d'être plus efficace. Et on a fait pas mal de propositions. Et d'ailleurs, on a annoncé hier, par exemple, qu'on mettait en place un outil qui permettait de mieux suivre l'état des stocks de médicaments pour le mettre à la disposition de l'ANSM et des autorités de santé. Donc, voilà, je reviens très rapidement, on y reviendra si vous le souhaitez dans la discussion. Sur la question que vous posiez, monsieur le professeur, je dirais que Grégoire a donné les clés dans ses éléments de présentation. J'ai dit peut-être un peu excessivement que la ligne jaune faisait la taille de la route. Nous avons besoin de cette ligne. Mais il faut que cette ligne, elle soit précise et non confusante. Il y a de ça 2 ans, il y a eu un rapport qui a été remis au gouvernement par le professeur Truchet, qui est un professeur de droit public de l'Université de Paris-Assas. Le rapport avait été demandé sous la mandature précédente, sous la présidence de François Hollande et Manuel Valls, était le Premier ministre à l'époque, qui faisait un certain nombre de propositions de ce point de vue-là, qui étaient assez intéressantes, qui en fait posait la problématique non pas en termes d'interdiction des liens, mais en termes de comment vit-on avec ces liens d'intérêt. De ce point de vue-là, on peut regarder plusieurs choses. Premier élément, regardons ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il existe des experts de l'industrie, des experts de la puissance publique. On utilise 2 termes différents, souvent pour bien les distinguer. Il existe des procédures de wash-out. Est-ce que parce qu'on a travaillé à un moment dans une industrie pharmaceutique, on est disqualifié à vie pour travailler avec la puissance publique? Est-ce qu'inversement, quand on est dans la puissance publique, il y a une interdiction totale d'aller travailler dans l'industrie pharmaceutique? Il faut des règles, elles doivent être transparentes, elles doivent être opposables, mais là encore, on est dans un système aujourd'hui qui interdit beaucoup et qui laisse très peu d'espace à la liberté. Je crois qu'il faut remettre ces règles à plat. Dernier exemple, le parcours des chercheurs dans le public. Aujourd'hui, il faut savoir que quand un médecin du public travaille dans une agence sanitaire comme expert, son parcours n'est pas toujours valorisé lorsqu'il souhaite rejoindre la sphère hospitalière. Donc il y a beaucoup de choses à adresser pour régler le problème. Et une fois encore, je l'ai dit, les règles sont nécessaires, elles sont indispensables, elles doivent permettre d'établir de la confiance, pour revenir à notre sujet initial, mais elles doivent être compréhensibles, lisibles. On ne peut pas tout interdire ou avoir une opacité pour le coup des règles applicables en matière de transparence. Emmanuel Mont, tu as parlé de l'ANSM et l'ANSM est aujourd'hui un peu traînée en justice et a un réflexe naturel qui est de se protéger. Et on a assisté ces derniers temps à une véritable attrition des médicaments disponibles sur le marché, notamment dans mon domaine, avec, grâce au big data, des complications extrêmement rares qui ont été poussées vers le haut, mises en avant, et qui ont éliminé des médicaments sans qu'il y ait une véritable évaluation de la balance bénéfice-risque. En d'autres termes, on voudrait des médicaments qui soient sans aucun risque. Est-ce qu'on n'est pas là sur une petite dérive, peut-être plutôt française, de on ne veut courir aucun risque avant de mettre un médicament sur le marché? C'est tout
à fait. En fait, c'est un problème sociétal. En fait, aujourd'hui, effectivement, en France, on a l'impression qu'on veut un médicament sans effet secondaire et que c'est repris aussi auprès des autorités. C'est aussi le suivi de pharmacovigilance, une fois que le médicament est mis sur le marché, où le médicament est suivi sur tous ses effets indésirables. Et l'ANSM suit ces évolutions. Et comme c'était précisé, effectivement, plus les médicaments ont une durée de mise sur le marché longue, plus il y a des phénomènes ou qui sont identifiés. Hein. On connaît sur des produits qu'on a dans la sphère gynécologique où des effets secondaires sont arrivés tardivement après leur mise sur le marché. Et c'est à ce moment-là où l'ANSM, elle, tire la sonnette d'alarme et enclenche une révision de cette balance bénéfice-risque pour effectivement savoir si le médicament doit rester sur le marché en l'état ou être revu dans ses conditions d'accès sur le marché. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus ces éléments-là. Je pense aussi parce qu'on a un retour de plus en plus important sur les médicaments au travers de ces éléments de pharmacovigilance. Après, ça pose aussi une question entre les produits établis et les nouveaux produits, parce qu'il doit y avoir aussi une balance entre ces deux éléments. Et il peut arriver qu'avec une attrition de ces anciens produits, parce qu'il y a des éléments de pharmacovigilance qui arrivent, qui sont à évaluer, et bien on se retrouve avec un vide thérapeutique sur certaines pathologies. C'est quelque chose qui peut arriver. Je voulais juste faire un point sur la relation avec du débat précédent sur la recherche publique. Souvent, quand la recherche publique apporte une innovation qui est prise ensuite par l'industrie pharmaceutique pour la développer, il y a un accord qui est fait soit sur la propriété industrielle, soit sur d'autres éléments. Et il y a une rémunération aussi qui est mise en place entre les deux, entre l'industrie et la recherche publique qui l'a fait. Et souvent, c'est au travers d'un taux de royauté. Et ce taux de royauté, il est aussi indexé sur le prix du médicament final ou sur ses ventes. Donc il y a un phénomène aussi de rétribution de la valeur, puisque le débat, c'était la valeur du médicament et comment on la rétribue entre les différents acteurs. Il y a déjà ce mécanisme-là. Est-ce qu'il est suffisant? On peut le questionner. Et je suis d'accord avec vous qu'on peut peut-être regarder les choses de manière plus large, mais il existe aussi des phénomènes de régulation du partage de la valeur d'un nouveau médicament. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une sorte de financiarisation de l'industrie pharmaceutique fixant le prix du médicament non pas en fonction du coût de la recherche et du coût de la fabrication, mais en fonction de la solvabilité des pays et de l'efficience du médicament. L'exemple de l'hépatite C, où une injection à $40 000 peut guérir l'hépatite C, il y a eu un calcul de fait sur la capacité des États à suivre jusqu'à ce prix-là, en fonction du coût du malade qu'on aurait pu à entretenir, etc. Est-ce que, Philippe Lamoureux, il n'y a pas ce mécanisme de financiarisation, c'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser les profits, peut-être pour servir de meilleurs rapports aux actionnaires? Non, je pense pas. Je pense que c'est évidemment vrai que le prix des produits est extraordinairement variable. Je vous renvoie aux déclarations qu'avait pu faire à un moment le président Trump lorsqu'il expliquait que finalement les États-Unis finançaient l'ensemble des autres marchés, y compris d'ailleurs l'Europe. Hein. Je pense qu'on a une vraie difficulté de ce point de vue-là. De mon point de vue, la valeur d'un médicament ne peut pas reposer sur autre chose que sur son intérêt thérapeutique. Bon. Alors, cet intérêt thérapeutique, il peut évoluer dans le temps. On peut s'apercevoir que les promesses ne sont pas tenues, ou au contraire que le médicament est encore
plus performant que ce qu'on imaginait, mais véritablement le cœur de la valeur d'un traitement, c'est la valeur thérapeutique et effectivement la guérison d'une pathologie souvent mortelle. C'est une valeur thérapeutique intrinsèquement extrêmement élevée. Je crois d'ailleurs que les études médico-économiques qui accompagnaient le produit dont vous citez montraient que l'efficience économique aurait été atteinte, y compris avec des prix plus élevés. Mais la difficulté qu'on a sur ces sujets-là, de mon point de vue, c'est l'incapacité qu'a souvent le système de santé à restituer des gains d'efficience. Parce que si on y réfléchit bien, le coût de prise en charge d'un patient atteint d'une hépatite C pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, il est considérable. Le coût d'une pathologie génétique qui sera traitée par une thérapie génique et qui apportera peut-être, en tout cas on l'espère, une guérison est considérable. Et en réalité, le système ne restitue pas ces gains d'efficience, ou en tout cas a beaucoup de mal à restituer ces gains d'efficience. Et là, je crois qu'il y a une vraie difficulté, une vraie réflexion à avoir, parce qu'on sait que ces médicaments qui arrivent sont des médicaments coûteux, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce sont aussi des médicaments coûteux parce qu'ils s'adressent à des populations cibles de plus en plus restreintes et de plus en plus réduites, et ce sera de plus en plus vrai, notamment avec les thérapies géniques dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, ça ne peut fonctionner que si le système, ce que les économistes appellent la viscosité, que si le système restitue les gains d'efficience. Or, ces gains d'efficience, ils sont véritablement absorbés. Il y a eu une révolution dans la prise en charge du sida. Je n'ai pas le sentiment que l'appareil de soins se soit adapté à la vitesse à laquelle le progrès thérapeutique est arrivé. Il y a eu une révolution thérapeutique dans la prise en charge, par exemple, de la polyarthrite rhumatoïde. C'est une étude que nous avions faite il y a quelques années au LEM. Nous avions comparé la façon dont les Allemands et la façon dont les Français avaient intégré l'arrivée des anti-TNF-alpha. Et les Allemands avaient été 6 fois plus efficaces que les Français, parce que les Allemands ont fait une chose que n'ont pas fait les Français. Ils ont mis les traitements en ville et ils ont fermé des lits de rhumatologie. Le système français ne sait pas restituer les gains d'efficience, et dans ces conditions, quand une innovation chère arrive, elle vient se sédimenter à des dépenses déjà préexistantes qui ne sont pas remises en cause. Et là, il y a effectivement un sujet de réflexion à mener. Catherine Bourgain. Oui, je voulais réagir parce que il y a le Conseil consultatif national éthique vient de sortir un avis sur la question du prix des médicaments et vient rappeler, comme je pense qu'il est bon ton de le faire, que les questions économiques sont souvent, et bien plus souvent que ce qu'on ne le pense et ce qu'on ne le dit, des questions éthiques. Et donc là, fondamentalement, mais Hervé l'a dit dans son intervention, oui, les questions économiques, les questions de prix de médicaments sont des questions éthiques dès lors que sont en jeu, ne serait-ce que la capacité à offrir un accès à toutes les personnes qui en ont besoin dans une société à ces médicaments dans un pays comme la France qui part du principe que tout le monde doit pouvoir avoir accès aux médicaments s'ils sont capables d'améliorer son état de santé parce que la solidarité nationale prend en charge ces traitements. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Les questions économiques sont des questions éthiques et ce ne sont pas que les économistes qui ont le droit de se positionner sur ce domaine, même si j'en conviens, je ne suis pas économiste et je n'ai pas la maîtrise que vous avez, monsieur Lamoureux, de toutes ces subtilités économiques. Ceci étant dit, je n'ai jamais dit dans mon propos que le prix devait forcément être strictement le coût de production. Du reste, AstraZeneca communique beaucoup sur le fait que son prix de vaccin serait son prix de production. Donc ça arrive quand même. C'est pas systématique, mais ça arrive. Derrière, il y a eu des gros financements publics et des avances de pays, enfin des commandes en avance. Mais évidemment, la question, c'est la question du coût
général qui prend en compte les taux d'attrition. Et il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait de la transparence sur ces aspects-là. Parce que comment construire de la confiance dans une industrie qui génère de tels dividendes, de tels bénéfices, alors qu'encore une fois, les médicaments sont achetés par la solidarité publique. Donc, s'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, je me demande bien ce qu'on fait ici à discuter de toutes ces questions-là. Mais moi, il me semble qu'il y a une question. Je sais que l'industrie a du mal à le reconnaître et j'entends que vous faites partie des personnes qui prennent ces positions. Sur la question du prix du sofosbuvir, il y a eu une enquête du Sénat américain, parce que ça a été une question, y compris aux États-Unis, dans un pays qui a moins le souci de l'égalité d'accès au traitement que nous l'avons en France, et qui a montré que comment a été fixé ce prix. Il a été fixé de façon totalement décorrélée de la réalité des coûts. Et encore une fois, pris aussi largement qu'il le faut pour que l'industrie soit viable, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'arrêter de faire de l'innovation. Et aujourd'hui, je l'ai dit, on n'a pas tellement le choix que de passer par l'industrie privée pour y arriver. Eh bien, comment a été fixé ce coût? Ils ont fait une enquête, ils se sont rendus compte, et ça c'est dans les textes de l'enquête du Sénat américain, que les médecins et les payeurs étaient prêts à consentir à un prix qui était à l'époque de $90 000. Donc, on a fixé le prix sur des enquêtes de jusqu'où les gens sont prêts à payer. Voilà. Donc, ça pose question. Voilà. Est-ce que c'est uniquement comme ça qu'il faut fixer les prix, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de transparence sur la réalité des coûts, la réalité des bénéfices, comme ça a été le cas pendant très longtemps dans l'industrie pharmaceutique. Et là, de fait, avec les développements et la financiarisation, comme vous disiez, Israël Nizan, oui, il y a une financiarisation, et aux États-Unis particulièrement, avec des investissements de capital risque qui font augmenter encore les enjeux de retour sur investissement. Et cette financiarisation a transformé le modèle économique. Et on n'est plus aujourd'hui dans des situations pour ce type de médicaments. Et encore une fois, je ne parle pas là de tous les médicaments, mais pour ce type de médicaments, on est typiquement dans des situations qui sont très différentes de tout ce qui s'est passé pendant très longtemps, quand il y avait, en France en tout cas, un certain, statu quo, enfin en tout cas, une moindre contestation des positions de l'industrie pharmaceutique. Là, aujourd'hui, dans ces situations-là, on se place dans des situations extrêmes qui nécessitent une régulation parce qu'on va trop loin, on est allé trop loin. Il faut de la transparence si on veut reconstruire de la confiance et si on veut reconstruire de la stabilité. Grégoire Moutel, tu nous as dit qu'il y avait assez peu de dossiers de dysfonctionnement, mais en même temps, on vient d'entendre que, par exemple, les députés européens n'arrivent pas à avoir d'informations sur la manière de fixation du prix des vaccins et les marchés qui ont été conclus sur cette question toute récente. Est-ce que tu penses que le CODEM a accès à tous les dossiers et à une transparence totale et que si, par exemple, le CODEM posait des questions en estimant que ça fait partie de la déontologie, est-ce que vous auriez des réponses ? On t'entend pas, il faut que tu mettes ton micro, Grégoire. Excusez-moi. Voilà. Je disais, je vais être pour une fois très statutaire, parce que le débat qui vient d'avoir lieu, en tant que citoyen, je pourrais souscrire à plein d'éléments du débat. Le CODEM n'a pas pour mission de jouer le rôle des agences nationales, de la NSM et du politique. Le CODEM est l'instance déontologique qui régule, on l'a dit, la question essentiellement des partenariats. Donc vous allez me dire c'est éminemment restreint, peut-être, c'est bien sûr bien moins captivant que les sujets que vous évoquez là. Donc bien sûr que le CODEM pourrait donner son xème avis sur la question de la fixation du prix, mais quelle est la légitimité? Elle serait voilà. Donc c'est une instance déontologique du secteur, donc il faut regarder les statuts. Excusez-moi, je ne vais pas le faire là, mais qui n'est pas l'instance qui réfléchit sur la question de la mondialisation, de la fixation du prix. Voilà, ça c'est un débat citoyen que je respecte, mais qui n'est pas dans notre mission. Donc voilà, pour répondre à la question, les dossiers que nous occupons ne sont pas de cet ordre-là. Une fois que j'ai dit ça, il y a quand même des liens qui nous intéressent dans ce débat-là. Hervé a dit par exemple la formation. Alors on pourrait dire qu'effectivement la formation des étudiants en santé aujourd'hui dépend de la financiarisation, comme ça a été dit, du secteur des entreprises du médicament.
Je vais vous donner un exemple concret parce que on va dire que tout le monde autour de la table me connaît dans d'autres secteurs de ma vie. Bien sûr que moi, j'ai signé des deux mains si demain on me dit je ne veux pas que la formation des étudiants en santé soit à la main des entreprises du médicament. Bien sûr, et qu'en gros, on influence, d'accord, les étudiants en santé dans leurs choix thérapeutiques, dans leurs décisions thérapeutiques. Donc très bien, et je reviens au climat de suspicion. Donc la loi qui vient d'être votée coupe les liens entre étudiants en santé et industrie du médicament. Moi, ce qui m'intéresse dans vos débats, c'est des propositions alternatives constructives et respectueuses de tout. Parce que sur les phénomènes de dénonciation, c'est vrai, ça fait partie du débat public. Eh bien aujourd'hui, un interne en médecine, en France, ne peut plus partir en congrès. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Donc, on a tué un lien de financiarisation parce que potentiellement il était suspect. Je ne suis pas sûr qu'il était forcément suspect, mais dans le climat d'ambiance, il a été considéré comme tel. Alors que par ailleurs, on parle d'entreprises citoyennes, que dans les grandes écoles, on parle de partenariat avec Airbus, avec EDF. Dans le monde de la santé, voilà, on dit on coupe le lien entre les entreprises du médicament et les étudiants en médecine au nom d'une idéologie qui serait que les étudiants perdraient leur âme et leur influence. Voilà. J'entends, et encore une fois, j'ai dit que je pouvais souscrire à la réflexion, mais pas à la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a démonté ça? Eh bien, on s'aperçoit qu'on ne fait rien, parce que Hervé appelait à la puissance publique. La puissance publique, et ça ne devrait pas être moi de le dire, ça devrait être à Philippe Lamoureux, et Dieu sait que là-dessus, j'ai discuté avec lui, lève déjà des taxes sur les entreprises du médicament pour financer, mais ce n'est pas redistribué. Donc il y a aussi des questions, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que dans ces débats-là, les mauvais acteurs, ce n'est pas qu'un secteur. Moi, si j'étais démagogique, je signerais avec vous sur la condamnation d'un secteur. Mais c'est aussi la puissance publique qui doit se réinterroger sur ses modes de fonctionnement. Les dérives financières, elles sont aussi à l'hôpital public. On le sait aussi tous les jours, le mauvais usage de l'argent public, il est aussi dans ce domaine-là. Donc je trouve qu'on devrait plutôt poser la question, je le disais, de réinventer des partenariats avec des règles claires, plutôt que de s'envoyer des invectives à la figure. Et dernier petit exemple très paradigmatique, on reste sur le domaine financier. Moi, j'y connais rien, je ne suis pas économiste. Je suis ni comme Catherine, ni comme Philippe. Je suis encore au niveau au-dessous, moi. Le monde économique des mondes des congrès scientifiques et médicaux, on peut dire que c'est un problème que l'industrie pharmaceutique finance ça. On peut le dire dans l'esprit de manque d'indépendance et tout. Je vous rappelle quand même que la plupart des grands scientifiques de France et du monde entier vont à ces congrès, ils n'ont pas perdu leur âme en termes d'intégrité quand même. Là aussi, ce n'est pas parce qu'un certain nombre de personnes ont dévié que le collectif a dévié. Eh bien, on en est où aujourd'hui? C'est qu'il y a d'autres acteurs du monde économique aussi qui bénéficient de cette solvabilisation. C'est que tous les acteurs organisateurs de congrès, les restaurateurs, les hôteliers, voilà, en France, pâtiraient de la suppression du congrès. Moi, je ne suis pas en train de défendre le fait que ça soit solvabilisé par l'entreprise du médicament. Mais ce que je dis, c'est que si ce n'est pas solvabilisé par les entreprises du médicament, construisons un plan B, construisons des nouvelles interactions. Donc, quand même, la question du politique est interpellée. Ça fait 30 ans qu'on est dans la dénonciation. Mais voilà. Et dernière chose, je reviens quand même à ce mot que j'ai lâché. Moi, j'y crois. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi. Et Dieu sait que je ne suis pas un libéral. Mais la notion d'entreprise citoyenne, c'était une entreprise chère à M. Rocard, qui disait qu'à travers des actions de terrain, les entreprises étaient redistributives de richesses. Alors bien sûr, il y a toutes ces questions du méga bénéfice international et des rémunérations des actionnaires. Ça, c'est un débat qui mérite d'être porté. Mais sur le terrain, en termes de justice redistributive, puisque Hervé faisait aussi des valeurs éthiques, je vais en amener une, en termes de justice redistributive, les secteurs des entreprises, c'est-à-dire du monde libéral en sens global, dans une société, ça contribue au bien public quand même. Ce n'est pas un acteur qui est toujours celui qui ponctionnerait le bien public. Et je dirais de manière très conclusive, c'est un débat qui remonte au marxisme aussi, ces questions-là. Et donc, c'est comment on positionne l'entreprise citoyenne. Moi, je pense qu'on peut y réfléchir et effectivement éviter les grandes dérives qui posent problème à la société. Merci. On va maintenant laisser place aux questions du public. Une première question avec Jean-Philippe qui est en ligne, je crois. Oui, bonjour.
On ne vous voit pas, mais on vous entend. Si, on vous entend très bien. Pardon, merci. Écoutez, merci de me laisser la parole un instant et je vous félicite pour cette table ronde et les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Je dis nous parce que je suis responsable associatif, je suis responsable d'une association de patients, de plusieurs associations de patients, une française, une européenne, et bien entendu, les relations avec l'industrie sont aussi au cœur de nos préoccupations, évidemment derrière la préoccupation d'accompagner les malades, mais enfin, cette relation avec l'industrie est capitale. Et j'ai le sentiment que ces relations sont de plus en plus stringentes, que les pouvoirs publics, en France en tout cas, se désengagent de l'accompagnement de certaines associations, de la plupart des associations, pour de bonnes et de mauvaises raisons vraisemblablement. Mais enfin, et je m'interroge sur le risque, pour rester collé au sujet éthique, sur le risque finalement pour la démocratie sanitaire. N'y a-t-il pas là un risque aujourd'hui en voulant à tout prix, et c'est bien normal, rester vigilant sur les relations entre l'industrie et les associations de patients, les patients eux-mêmes, mais qui sont des personnalités, qui sont des personnes morales en l'occurrence. N'y a-t-il pas un risque pour la démocratie sanitaire de serrer de plus en plus ces relations entre ces deux acteurs majeurs? Je rappelle simplement que sans malade, pas de système de santé, et c'est intéressant. Et si vous permettez, je mettrai ça en parallèle avec... non, je m'arrête là. Merci. Hervé, tu veux répondre ? Moi, je suis d'accord avec Jean-Philippe que il faut sortir de ce jeu de rôle ou de cette stratégie de posture. Et il faut effectivement faire société, donc travailler les uns avec les autres et mettre le meilleur sur la table. Le meilleur, ça veut dire ce qui marche effectivement dans les collaborations, et puis ce qui ne marche pas et comment on peut faire que ça ne marche pas. Moi, je trouve qu'une fois de plus, la crise du Covid nous donne des illustrations pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce qui a marché, ce sont des collaborations entre le secteur académique et le secteur de production pharmaceutique. AstraZeneca, il n'a pas fait son vaccin tout seul. Derrière AstraZeneca, il y a Oxford. Et il y a l'université d'Oxford qui a mis au point le vaccin qu'ensuite a développé à une échelle industrielle AstraZeneca. Idem pour Pfizer. Pfizer a été l'amplificateur de ce que BioNTech, entreprise de biotechnologie sortie du secteur académique, a réussi à faire. Mais sans la puissance de Pfizer d'un côté, sans la puissance de AstraZeneca de l'autre côté, on n'aurait jamais eu ces vaccins produits en telle quantité aussi vite. On peut voir le partenariat public-privé dans les commandes massives qui ont été faites, par exemple par l'Union européenne. Ces commandes massives et ces préachats ont permis de financer le développement et la production de ces vaccins. Donc c'est bien un continuum public-privé qui a permis le succès qu'on voit aujourd'hui. Jamais on n'aurait réussi à développer ces vaccins en aussi peu de temps sans ce continuum. Donc on voit bien que ce qui marche dans la société, c'est pas la lutte de tous contre tous, c'est pas le Léviathan, c'est la coopération. Mais une coopération qui soit bien comprise et une coopération qui soit respectueuse des différents acteurs de la coopération. Donc, on reste plus efficace et plus vertueux. Comment arriver à ce que le patient s'y retrouve, puisqu'on parlait d'association de patients, c'est-à-dire à la fois conjuguer la balance bénéfice-risque et le principe de justice, avec une vision, et c'est ça qu'apporte l'éthique, c'est une vision systémique, c'est-à-dire il n'y a pas que le prix du médicament vu à l'unité à la boîte. Je suis d'accord avec Philippe qu'il faut tenir compte du bénéfice qu'apporte le médicament, mais ce bénéfice, il doit être partagé entre l'industriel qui produit le médicament et la puissance publique qui a permis, le public, je mets dedans l'assurance maladie, le système de recherche, etc., qui ont permis l'émergence et qui vont finalement payer. Je ne trouve pas normal, je suis comme Catherine, je ne trouve pas normal quand
pour la myotrophie spinale progressive, brevet issu de l'INSERM avec notre amie Judith Melki, Novartis qui a racheté finalement la boîte de biotech qui avait réussi à développer la thérapie génique, mais totalement inspirée par les brevets de Généton et de l'INSERM, ose demander à la FDA le coût vie entière de la myotrophie spinale progressive comme rémunération du médicament. C'est the winner take all. Ça, c'est pas normal dans une société. Dans une société, on se répartit les tâches, mais on se répartit aussi les bénéfices. Et donc, c'est dans cette coopération et dans cette éthique de l'innovation thérapeutique plurielle, comme l'a souligné un rapport qu'a produit Catherine Bourguin pour le comité d'éthique de l'INSERM, mais en coopération les uns avec les autres, qu'on peut arriver à trouver des solutions, pas en se renvoyant des invectives systématiquement les uns aux autres. Alors, une question de Laurent sur Internet. Comment l'Europe soutient-elle les industries pharmaceutiques des pays membres? Quelles conditions doivent remplir les industries pharmaceutiques pour prétendre aux aides de l'Union européenne? Peut-être Philippe Lamoureux? C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça s'applique à la Covid ou de façon générale, mais là aussi la Covid est un véritable révélateur. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'est aperçu au décours parce qu'on parle beaucoup des vaccins, mais je rappelle que pendant la première vague de Covid, notre problème c'était surtout les produits de sédation. Et il faut savoir, et je dis ça parce qu'il y a eu un débat récent qui visait à porter à 4 mois l'obligation de stock de médicaments pour la moitié de la pharmacopée à peu près, que en quelques semaines, on a consommé l'équivalent de 4 ans de consommation de produits de sédation. Et à cette occasion-là, c'est d'ailleurs au passage, je le dis, c'est la mondialisation qui nous a sauvés. C'est-à-dire la capacité d'aller chercher les produits là où ils étaient pour les amener aux patients là où ils se trouvaient. À cette occasion-là, on s'est aperçu que l'Europe et la France s'étaient installées dans une situation de dépendance vis-à-vis notamment de l'Asie du Sud-Est pour son approvisionnement en principes actifs et en produits matures. De la même façon que, comme le disait à sa façon Hervé, l'Europe s'est aussi installée dans une forme de dépendance vis-à-vis des États-Unis et d'autres pays pour son approvisionnement en médicaments, surtout des États-Unis, et de médicaments de thérapie innovantes. Donc il y a une espèce de prise de conscience européenne. Et pour répondre à la question qui a été posée, jusqu'à présent, l'Europe était complètement en ordre dispersé. Et on a aujourd'hui ce thème de la relocalisation d'activités en Europe. Et en tout cas, le vrai danger, de mon point de vue, ce serait que chaque pays ait le réflexe de dire « je veux mon usine chez moi ». Il est évident qu'on aura des hubs si on arrive à relocaliser, ce qui n'est pas complètement fait, parce que j'entends que les médicaments sont des produits très onéreux, mais je rappelle que la moitié de la pharmacopée est remboursée à moins de 3 € la boîte en France, et que les médicaments sont des produits incroyablement bon marché pour la majorité d'entre eux. Si on ne fabrique plus d'antibiotiques injectables en Europe, c'est parce que là, pour le coup, les coûts de production sont tellement supérieurs aux tarifs de remboursement qu'on ne sait plus les faire chez nous. Bon. Donc, il y a une prise de conscience, on va vers je l'espère en tout cas, une politique européenne de relocalisation. Les deux dangers, c'est que chaque pays veuille la faire de son côté, et de ce point de vue-là, la Covid n'est pas forcément rassurante sur certains réflexes qui ont pu avoir lieu dans certains pays, et la France, on l'a vu, a eu plutôt un rôle de fédérateur. Et le deuxième risque, c'est de faire du one-shot et de ne pas inscrire le programme dans la durée, parce que pour relocaliser, ça va pas se faire en 1 an, il va falloir 5 ans, 10 ans. Donc, il existe des outils européens. Le premier, c'est ce fameux BARDA dont on parle beaucoup. On s'est aperçu au décours de la Covid que les États-Unis avaient un outil formidable pour impulser de la recherche, de la localisation de production. C'est ce fameux BARDA qui n'existait pas ni dans un État, ni en France, ni à l'échelle européenne. La deuxième idée, c'est qu'il existe aussi des appels d'offres européens, des programmes européens. Et pour reprendre l'exemple d'Hervé,
On l'a vu sur la Covid, c'est une situation tout à fait exceptionnelle, mais qui est riche d'enseignements. On pourrait, par exemple, parce qu'on est tous aujourd'hui en train de focuser sur le virus, et c'est bien normal, s'intéresser aux bactéries. Aujourd'hui, on a un problème dans la recherche sur les antibiotiques. Pourquoi ? Parce que si demain, un industriel développe de nouveaux antibiotiques, il n'aura pas la possibilité de les commercialiser parce que les autorités de santé, et c'est normal, souhaiteront garder ces antibiotiques pour les situations de résistance. En une génération d'êtres humains, on a consommé 4 générations d'antibiotiques, donc c'est tout à fait normal. Ça nous invite à penser des modèles du type de celui qui a été mis en œuvre pour la Covid, d'appel d'offres avec manifestation d'intérêt et positionnement des industriels sur ces appels d'offres, mais une fois encore, dans des situations très restreintes sur lesquelles on a des besoins très particuliers. Pour le reste, pardon, je suis trop long dans ma réponse. Pour le reste, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ce ne sont pas des systèmes de subvention qui vont driver des décideurs économiques, ni même des appels d'offres. C'est vraiment les conditions d'accès au marché, c'est vraiment les conditions de prix et de stabilité de prix. C'est vrai que de ce point de vue-là, la France, par exemple, est un pays qui est relativement moins lisible que ses voisins européens. Je pense notamment à l'Allemagne ou à certains pays comme même l'Italie. Aurélien ? Alors, on va vous laisser la parole pour le mot de la fin. Moi, je me permettrai juste une réflexion. Alors, le niveau du débat est tellement élevé que j'ose à peine, mais merci beaucoup pour ces interventions. Je trouve qu'elles sont très éclairantes. Je voudrais pas finir sur une note pessimiste, mais j'aurais tendance à vous dire quand même que d'ici demain, ou peut-être déjà maintenant, je ne sais pas combien de fois la vidéo sera revue, mais je ne doute pas qu'on soit tous insultés ou incendiés, ou qu'on dise de nous qu'on est à la botte de l'industrie du Big Pharma. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le Big Pharma, c'est vraiment la théorie du complot, donc c'est un terme à utiliser avec précaution. Donc moi, quand j'entends ce débat-là, alors je n'apprends pas forcément des choses très nouvelles, étant moi-même médecin, je connais l'industrie pharmaceutique, mais j'en tire quand même la conclusion que finalement le lien de communication, il est quand même véritablement rompu. C'est-à-dire qu'à la télévision, dans les médias, on entend, il y a des publicités pour l'andouillette AAA, pour les industries du pain, de la boucherie, etc. Mais simplement, ce type de débat-là, ce type d'information-là, alors pas forcément sous forme de publicité, ça pourrait être dans les émissions, au journal télévisé, que sais-je, on n'en entend jamais parler. Donc je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'il ne faut pas s'étonner que le grand public soit suspicieux. Pourtant, il n'y a rien de honteux, c'est une industrie comme une autre, on l'a bien compris, elle est très transparente et de plus en plus transparente. Il faut probablement qu'il y ait encore un effort supplémentaire sur certains aspects, bien évidemment. Mais tout de même, je suis un peu attristé de voir que peut-on faire confiance à l'industrie pharmaceutique ? On a beaucoup d'éléments pour penser que oui, et que ça peut encore se renforcer par la suite, mais encore faut-il le faire savoir. Alors je ne sais pas s'il y a des communicants qui travaillent sur cette question ou pas, mais il me semble que c'est en tout cas un point intéressant. En tout cas, merci beaucoup, et on va vous laisser la parole pour conclure. Quelle piste pour lever la suspicion ? On va vous donner la parole à chacun sur 2 minutes pour essayer de faire une petite synthèse, bien que ce soit très difficile pour une table ronde aussi brillante. D'abord, Emmanuel Lemont. Moi, je reprendrai 2 éléments. Continuer à communiquer sur la connaissance de l'industrie pharmaceutique, parce que je pense que c'est essentiel, parce que la défiance ou la méfiance vient de là. Et puis j'ai beaucoup aimé le travailler ensemble et sortir de ces postures. Je pense que chacun, on doit faire un pas pour trouver un équilibre commun où l'éthique sera centrale pour qu'on puisse effectivement retrouver une vraie confiance et un vrai développement de l'industrie pharmaceutique avec les citoyens. Catherine Bourguin. Oui, moi je pense que, comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire de l'opposition entre des purs publics et des mauvais privés, mais bien de réfléchir à la façon de mettre à plat sur la base des enjeux de santé, d'amélioration des conditions et de capacité à faire vivre ce bien précieux qui est la santé pour tous que nous avons en France, et donc de réfléchir ensemble aux choses qui doivent être mises sur la table. J'ai parlé de la transparence des coûts, la question de la formation des médecins en est évidemment une autre, et il faut, de façon tout à fait pragmatique,
pouvoir évaluer qu'est-ce qui est du ressort de l'organisation des industries privées et qu'est-ce qui est de leur ressort de la puissance publique. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que tout va bien dans le public et qu'il n'y a que l'industrie qui doit changer, mais par contre, c'est bien le rapport d'une société à sa santé et aux moyens de son innovation, de ses innovations, qui doit être posé comme un vrai problème politique important. Grégoire Moutel. Je dirais que, on l'a dit en mots-clés, ce serait expliquer, vous l'avez dit, mais expliquer et distinguer les champs. Une grande partie de cette table ronde a été tournée autour de l'éthique du prix, par exemple, on pourrait dire comme ça. Et on a vu rapidement que finalement, c'était presque à nouveau le questionnement et l'interrogation sur la mondialisation et les échanges marchands tels qu'ils sont construits dans un monde capitaliste. Donc on pourrait dire qu'on pourrait faire un copier-coller avec la question du pétrole, la question de l'accès à l'agroalimentaire. Donc tous ces sujets-là sont captivants, c'est des questions de citoyens et de mondialisation. Et puis, moi je suis très attaché, vous le savez, c'est dans ma mission, et c'est pour ça que je suis dans la table ronde ce soir, à l'éthique du quotidien. Et je voudrais rebondir sur l'usager, l'association de patients, Jean-Philippe je crois, qui a dit un danger pour la démocratie sanitaire. Ben oui, il y a un double danger. Le danger, c'est que les associations de patients n'aient plus le droit de parler aux entreprises du médicament, parce que toutes les actions communes qu'on fait pour le bien, d'éducation thérapeutique, d'accompagnement, n'auraient plus lieu. Et le deuxième danger, ce serait qu'une association de patients soit entièrement financée par une ou plusieurs industries pharmaceutiques. Voilà. Donc, encore une fois, on a appelé au dialogue, c'est définir des règles. Et vous savez que même à l'INSERM, Hervé, on a eu ce sujet-là, une équipe de recherche publique doit-elle être financée par un seul acteur qui développe des jeux et vend des jeux en France? La réponse est non. Donc les règles qu'on doit poser en termes éthiques, elles transversent à mon avis toute notre société. Je crois que c'est ça que moi je voudrais faire passer comme message, c'est que ces règles autour d'intégrité, conflit d'intérêts, on n'est pas au clair dans notre société, donc il y a de la suspicion. Philippe Lamoureux. Écoutez, en 3 points. Le premier, nous sommes une industrie qui s'est profondément transformée, qui n'est pas parfaite, mais qui progresse. Le cadre d'exercice s'est profondément transformé et nous nous y sommes pliés volontiers parce qu'une fois encore, la confiance est nécessaire à notre mission. Le deuxième point, c'est que je savais en acceptant cette table ronde que ce ne serait pas un débat facile, et je crois qu'il faut que nous acceptions le débat et que nous répondions à chaque fois sur notre modèle économique, sur la façon dont nous fonctionnons, sur la complexité de nos métiers, et de le faire sans idéologie. Je crois que le grand danger, c'est de céder à la dérive idéologique où on a une espèce de discours automatique véhiculé sur la réalité de notre secteur qui ne lui correspond pas. Mais surtout, le troisième élément, je dirais que c'est le décloisonnement. Je suis absolument frappé, Grégoire a parlé de murs, je suis extrêmement frappé de voir à quel point aujourd'hui une grande partie de mes adhérents méconnaît complètement les préoccupations de la sphère publique et ignore quels sont les ressorts de l'action des pouvoirs publics, et inversement, à quel point la sphère publique méconnaît la réalité de l'activité de cette industrie. Et si chacun ne connaît pas l'autre, comment construire la confiance, avec évidemment au milieu, au cœur des préoccupations et du public et des entreprises, les patients. Donc, décloisonnons. Je trouve que le débat a été très respectueux et surtout de très bon niveau. Hervé Schneeweiss, le mot de la fin. Je ne sais pas si ça sera le mot de la fin, parce que c'est le mot d'un rebond vers autre chose, puisqu'on parle de démocratie sanitaire et qu'elle est au cœur de ce Forum européen de bioéthique. Moi, je dirais que ce que la crise du Covid a mis en évidence, c'est bien entendu notre vulnérabilité. Et il y a eu les plus vulnérables, des sujets âgés, des sujets pauvres, mais en fait, on a vu qu'on était tous vulnérables. Et comme l'a très bien montré le débat qu'on vient d'avoir, on voit qu'on est aussi tous dépendants les uns des autres. Et au fond, je reprends ce que vient de dire Philippe Lamoureux d'une autre façon. L'industrie ne peut pas exister sans
une production de faits nouveaux qui vient du secteur académique pour la plus grande partie et ne peut pas exister sans la société entière dans laquelle nous sommes à peu près tous malades. Et inversement, nous avons besoin de ces médicaments ou de ces nouveaux procédés thérapeutiques. Dans cette dépendance et dans cette tension entre vulnérabilité et dépendance s'inscrit la démarche éthique et la démarche démocratique qui nous anime. Un immense merci à vous pour votre participation. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous à partir de demain à 10h pour la suite du Forum européen de bioéthique autour de la thématique recherche scientifique en période de crise. On reste sur des thématiques de même nature, toujours en direct sur le site du Forum européen de bioéthique.eu. Bonne soirée à tous. Et mille merci à tous.